réalité, dans ce cas-ci, et c'est là que je vais te dévoiler un secret que je voulais dévoiler. Quelque part, moi je suis médecin, hein, et je sois les gens de plusieurs, dans un malade venant d'un autre pays. Quand je m'inquiétais pour Marafa, me dit ne parle pas de ça. Ah bon? Je n'ai pas cru à ça, mais je vais dire, pour que les gens sachent. Il me dit que ce qu'il y a entre le président et lui, c'est qu'au cours d'un anniversaire du président, je ne crois pas ça, hein. Je dénonce. Vous le dites quand même. Au cours d'un anniversaire du président, elle décide d'offrir un parfum au président. Et les gens de notre pays disent au président que le parfum que dont il va t'offrir un parfum pour ton anniversaire. Le parfum a demandé de tester ça sur lui-même d'abord. C'est un président néocolonialiste, connu pour ses déclarations, qui voulait passer par Marafa pour empoisonner Biya à travers un parfum. L'affaire est si gros que moi je n'ai pas cru. C'est trop grave. Ils vont faire des déclarations graves là. Je dis que je n'ai pas cru. Je n'ai pas le droit de dire autre chose que je n'ai pas cru. Bon, Marafa est en prison. Je n'ai pas dit ça. Je dis que on dit ça quelque part et je ne crois pas. Et j'en appelle à lui et à ses amis à dénoncer et à rejeter ça. Parce que si c'est vrai, on comprend d'où vient que pour la même affaire. Est-ce que Marafa a quand même offert le parfum? Il paraît qu'il lui a dit que t'es sous sur toi-même. Il a insisté. Il lui a dit alors garde ton truc, tu vas dire. C'est un gros que je n'ai pas fait à ça. Vous allez me tuer au Camerounais. Ça c'est parce que je suis en train de soigner quelqu'un qui me dit ça dans notre pays. Hein. Et toi tu ne le parles alors que tu n'y crois pas. Merci, merci. Bon, Les gars du nord-ouest et du sud-ouest ont pris des armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palmier ici? Moi, est-ce que ça... Franchement, parce que quand écoutez, ça c'est du vin de palme fait de chez nous, c'est le vin d'Afrique, donc on va en parler bientôt. Je peux tout accepter, qu'on me traite de tous les noms, sauf questionner mon patriotisme. C'est insupportable. Et surtout venant des gens, premièrement, qui n'ont jamais rien fait pour leur pays, et deuxièmement, qui ne savent absolument rien de ce dossier. Je crois qu'il faut qu'ils sachent ce soir qu'il y a des moments où il faut savoir respecter ce que les autres ont fait, même si on ne les aime pas. La conversion des regards avec l'Afrique et la réinvention de l'axe afro-européen. Et c'est le combat d'une génération, mais je pense qu'il est fondamental pour nous. L'Europe ne réussira pas si l'Afrique ne réussit pas, c'est sûr. On le voit quand on n'arrive pas à créer la sécurité, la paix ou la prospérité à travers le fait migratoire. On le voit parce que l'Afrique est dans nos sociétés. Nous avons une part d'Afrique dans toutes nos sociétés, qui vit aussi en consonance. Et quand je dis Afrique, je parle de l'Afrique et du pourtour méditerranéen, en fait, Lato Sensu. On doit réussir à ce que l'Afrique voit l'Europe différemment et que nous-mêmes, nous la voyons différemment. C'est-à-dire comme une chance, une formidable opportunité de développement conjoint pour réussir ce projet pour nous-mêmes que j'évoquais. Et je le dis parce que je ne crois pas que nous avancerons, que nous réglerons nos problèmes en étant emprisonnés par notre histoire. J'ai moi-même lancé des travaux mémoriels politiques importants sur l'Algérie ou autres, mais je vois comme un retour du ressentiment et du refoulé, où tous les sujets d'ailleurs viennent se mêler, la post-décolonisation, les sujets religieux, les sujets économiques et sociaux, et créer une forme d'incommunicabilité entre Europe et Afrique. Je pense qu'il faut dénouer ces fils, mais il faut surtout embrasser l'Afrique avec beaucoup plus de force, dans la capacité qu'on lui donne à se développer elle-même, et en l'aidant. Et donner une fierté aux diasporas qui vivent dans nos pays, qui viennent d'Afrique, pour en faire des formidables ferments de cette chance. Donc au fond, quel est l'objectif d'un système démocratique? C'est d'essayer d'avoir des mécanismes de représentation légitime, et de se dire les gens qui décident le font au nom du peuple. Ça n'est jamais parfait, parce que c'est le débat, est-ce que ça doit être représentatif ou direct, est-ce que c'est un système majoritaire ou proportionnel, après c'est des tas de débats, mais avoir des représentants qui vont décider et légiférer au nom du peuple, et d'avoir de manière régulière des élections, et ensuite de trouver des mécanismes pour aller plus loin.
je dirais que les 2 premiers volets, quand même, ça marche plutôt pas mal dans les démocraties occidentales. Et je le dis avec d'autant plus d'humilité que si ça ne marchait pas, je ne serais pas là devant vous. Et je le dis parce que, en sincérité et respect, je suis impossible au Cameroun. C'est vrai. Donc je ne peux pas non plus dire que quelqu'un aurait voulu faire ce que j'ai fait en France au Cameroun, c'était pas possible. Bon. Donc, non mais... Donc il faut qu'on se... Donc c'est quand même mieux. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes, merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je t'invite, toi qui m'écoutes, qui as eu la grâce d'Allah, de Zamba, de God, de Si, de Loba, de Tatabe, de Zama, de voir ce jour, de regarder cette vidéo, d'écouter cette voix, de te regarder dans la glace et de t'entendre parler toi-même. Glorifie Dieu et célèbre la vie. Glorifie le Tout-Puissant et célèbre la vie. Pendant que je te parle là, nous avons eu des nouvelles au Cameroun de beaucoup d'entre nous, plusieurs d'entre nous qui ont quitté ce monde hier et ce matin aussi. Et peut-être même avant la fin de cette publication, d'autres partiront encore. Mais toi, tu seras toujours vivant. Tu n'as rien fait pour. Tu ne crois même pas en Dieu, mais tu es vivant. Capitalise ce que Dieu te donne, le souffle de vie. Bien, je voudrais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui sont dans la diaspora. Je voudrais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui se battent pour le combat que nous menons au quotidien. Les réseaux sociaux ont réussi à changer la donne, à nous amener, à mettre à notre disposition un outil qui nous faisait défaut. On pouvait parler. Il fallait écrire des kilomètres et des kilomètres d'écriture, des milliers de pages pour se faire entendre. Mais aujourd'hui, il suffit d'un mot, on poste à YouTube, WhatsApp, Twitter, Facebook, tout de suite c'est parti. Le message est passé. Je veux avoir une pensée profonde pour notre compatriote Franklin Nyamsi à Paris, en France ou à Royan, là où il se trouve en Europe. Ce gars, comme je vous le dis tous les jours, il nous parle beaucoup. Beaucoup payent pour aller dans des universités apprendre. Mais lui, il nous donne des cours ici gratuitement. J'apprends beaucoup de lui parce qu'il est un garçon cultivé. C'est un intellectuel de notre pays, le Cameroun. Les démarches politiques, les opinions, les expressions peuvent nous diverger, peuvent être différentes les unes des autres, mais nous avons tous une même idée, changer l'Afrique. Amener un changement en Afrique. Et pour cela, chacun dans son domaine respectif. Les écrivains, les intellectuels, les enseignants, les professeurs comme Franklin Nyamsi, notre compatriote aussi comme Nathalie Yam, les Kémy Seba, les Jipo Rémy Ngonon, tous ces gens-là. Je voudrais avoir une pensée pour chacun. Parce que la vie et la mort, et nous sommes plus même du côté du M que du côté du V. Parce que nous nous battons même pour des gens qui sont prêts même à venir nous empoisonner. Je vous parle de Franklin Nyamsi parce que il est persécuté. Je ne le suis pas moi. Je peux remettre qu'on ne l'en est pas moi non plus. Mais il vous dit tous les jours, publiquement, ça se passe publiquement. Il y avait encore quelques jours, je vous parlais de Jipo Rémy Ngonon, dont les gens sont allés tenter de l'enlever dans sa maison. Ce n'est pas de la blague. Posez-vous la question, comment a été tué l'un des membres de l'ANC, c'est-à-dire que le parti politique de notre grand-père, Nelson Mandela, en France, c'était une femme.
Je ne m'amuse pas avec des menaces. Il faut prendre toutes ces menaces-là au sérieux. Ce gars est persécuté, Franklin Nyamsi. Vous observez, vous regardez. Vous commentez autre chose. Quand il fait les publications, vous êtes des milliers à écouter, mais très peu à s'arrêter sur ce cri d'alarme-là, dont il en parle tous les jours. Je voudrais ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, lui apporter mon soutien. Nathalie Yam aussi. Kémy Seba. Je vous fais cette introduction-là parce que demain, je vais vous parler de quelque chose de très important. Le rôle que ces enfants que je cite là, ces fils d'Afrique-là, ont joué pour peser et pour changer le narratif de certains grands médias. Quand je dis grands médias, en termes de moyens industriels, de moyens technologiques, des grandes télévisions, TV5, France 24, RFI et tout ça. Le narratif qu'ils avaient, qui ne cadrait pas forcément avec notre réalité africaine. Ces enfants-là, qui sont des fils d'Afrique, et qui ne réunissent même pas leur terre d'accueil, mais qui dénoncent certains gouvernants, et cette politique France-Afrique, ont choisi d'expliquer les choses avec leurs mots pour attirer votre attention. Ça a sérieusement eu un impact. Ça fait basculer, normalement, la perception que beaucoup d'entre vous avaient face au narratif qui nous a été servi pendant plusieurs décennies aujourd'hui dans les médias occidentaux. Je voudrais ici remercier le travail. Il y a beaucoup d'autres activistes. On les trouve au Gabon, on les trouve ici aux États-Unis, les Gabonais, on trouve les Congolais, mais qui sont plus axés, chacun dans son pays. Mais les trois que je viens de vous citer là, c'est-à-dire Nathalie Yam, Franklin Nyamsi, Kémy Seba, c'est des gars qui combattent dans chaque pays. Ils décident, dès qu'il y a un problème, même dans leur propre pays, le Cameroun, parce que j'ai vu certains qui s'attaquent à eux, disant que voilà, ils s'attaquent partout, sauf au Cameroun chez eux, ce qui est mal connaître, ça veut dire que vous ne les suivez pas. Le compatriote Franklin Nyamsi a écrit beaucoup de livres, plusieurs livres sur le Cameroun. Plusieurs livres sur l'Afrique pour dénoncer ce qui se passe en Afrique. Donc on ne peut pas lui faire un procès, de parler seulement de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de parler de ce qui se passe ailleurs sans parler de ce qui se passe dans son pays. C'est un procès en sorcellerie, comme dirait quelqu'un. Donc je voudrais ici, il faut reconnaître ce que font nos parents pendant qu'ils sont encore là. Ce n'est pas un jour quand il arrivera quelque chose comme maintenant dit voilà, il avait fait ci de bien, il avait fait ci de mal, parce que vous êtes toujours prompt. Je vois souvent des gens, on publie, ils ne vont pas m'envoyer, ils ne vont pas commenter ce que je publie, mais ils vont apprendre mon nom quelque part. C'est là où ils ont appris mon nom, c'est une histoire négative qu'ils vont m'envoyer. On a appris ça. Mais quand nous publions des choses où il faut la réflexion, on ne les voit pas. Donc le monde est comme ça. Alors j'invite toutes celles de ceux qui soutiennent Franklin Nyamsi à doubler de vigilance. Soutenez le compatriote, soutenez-le, priez pour lui, accompagnez leur plateforme. C'est très important. N'acceptons pas mourir comme ceux qui ont tué Omniobe, Laurent Momier, Enes Wandji et les autres. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été tués par ceux qui ne voulaient pas les indépendances. C'est ceux-là qui ont contribué à tuer les combattants qu'on appelait à l'époque les maquisards. Et dans un passé récent, M. Biya a revu sa copie. Il a demandé qu'on les appelle nos héros. Mais entre-temps, le colonel, à l'époque, il s'appelle, était lieutenant peut-être, Semengue avait déclaré il coupait leur tête de toutes les personnes qui se levaient à l'ouest, les Bassa comme les Bamileke qui ont payé le prix le plus lourd. Il coupait les têtes. C'est Semengue qui dit ça. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des Noirs. Alors on était obligé quand on a tué un chef rebelle vraiment de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation.
que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Voilà. Je vous le rappelle toujours, pour que chacun de vous, que vous ne perdiez pas le sens du combat que nous menons. Des gens ont déjà laissé leur vie, d'autres vont encore laisser des vies. Ne soient pas complices de cela. Alors, chaque fois que les nôtres sont menacés, soyez à leur côté. Soyez vigilants. Ne les abandonnez pas. Je sais qu'il y aura toujours des traîtres partout, mais nous avons quand même le mérite aujourd'hui d'avoir des outils que Oumi Nobe n'avait pas hier, que Patrice Lumumba n'avait pas hier, que Kwame Nkrumah n'avait pas hier, que Nelson Mandela n'avait pas, que Laurent Moumier et Neswandje n'avaient pas. Nous avons la communication. Alors nous devons faire un combat qui dépasse, qui ne dépassera pas, mais qui pourra aller un peu plus loin, là où les autres sont arrêtés, parce qu'on ne peut pas se comparer au travail que nos ancêtres ont fait. Donc, je voudrais avoir une pensée pour mes compatriotes, en leur disant un seul mot, au Bosso. Mes chers compatriotes, je voudrais ici m'arrêter sur une vidéo que j'ai publiée sur ma page Facebook, et je remercie d'ailleurs certains d'entre vous qui m'ont envoyé la même vidéo, qui nous parlait là de l'arrivée de Sarkozy au Cameroun dans les prochains jours. Vrai ou faux, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je voudrais déjà partager avec vous cette information, me basant sur le récit qui a été fait par cette dame. Très court récit, fort impact, profond. Vraiment, l'expression était fluide, même pour celui qui ne veut pas comprendre. Il va comprendre. Écoutez et regardez. Nicolas Sarkozy, communicant de l'ex de Paul Biya pour 2025. Durant ses 5 années à la tête de l'État français, Nicolas Sarkozy n'a jamais visité le Cameroun. Cependant, dans les prochaines semaines, l'ancien président français s'y rendra, accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires français. Cette rencontre est le résultat de longues négociations entre lui et Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Cette initiative a été aussi facilitée par André Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, et Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun. Les détails avaient été évoqués lors d'une rencontre le 28 juillet dans un restaurant à Paris. Le succès de ces discussions avait d'ailleurs conduit Paul Biya à retarder son départ pour Genève. Selon les sources de Jeune Afrique, l'ex-chef de l'État français a plaidé en faveur d'un renforcement de la présence des entreprises françaises au Cameroun à un moment où le pays met en œuvre des politiques pour attirer les investissements étrangers. Mais cette mission pourrait s'avérer plus politique. Nicolas Sarkozy devrait aussi être accompagné de lobbyistes et de communicants, lesquels s'intéresseront à la campagne présidentielle de Paul Biya en 2025. Parmi les professionnels des médias et de la politique qui pourraient faire le voyage, figure Patricia Balm, présidente du cabinet PBCom International spécialisé en communication, lobbying et stratégie politique. Cette dernière avait géré la communication de Paul Biya lors de la campagne présidentielle de 2018. Ancienne journaliste née au Maroc et communicante pour la droite française dans les années 1990, Patricia Balm a conseillé plusieurs personnalités politiques, dont des présidents africains tels que l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Sénégalais Macky Sall. Bien, vous avez donc écouté le reportage de cette dame qui nous parle de l'arrivée dans les prochains jours de la délégation française au Cameroun. Chacun a un avis. Je suis camerounais, je suis un citoyen camerounais, comme tout citoyen qui s'intéresse à la gestion du patrimoine public camerounais. J'ai un mot à dire, j'ai un commentaire à faire, parce que ça y va de mon droit et même de mon devoir. Je ne peux pas ici jeter la pierre sur la France, qui est dans son rôle de préserver ses intérêts partout dans le monde. La France est dans son rôle de préserver ses intérêts partout dans le monde où besoin s'y trouve, comme l'Amérique, comme la Chine, comme les États-Unis, comme la Russie, comme tous ces pays d'Amérique et occidentaux. Maintenant, ils utilisent tous les moyens. Je précise, ils utilisent tous les moyens pour y arriver, pour préserver leurs intérêts. Donc, je ne peux pas vous dire ici que
C'est mauvais ce que la France fait. C'est mauvais ce que Sarkozy fait, ce que Hollande fait. Pour leurs intérêts. Non. Ils sont dans leur rôle d'aller chercher en Afrique et partout dans le monde tout ce qui peut permettre au peuple français de vivre dans de meilleures conditions. Ils sont les porte-fagnons du peuple français. Ils sont les porte-fagnons et les porte-parole du peuple français dans tous les domaines. Domaine militaire, domaine économique, domaine scientifique, domaine sportif, domaine culturel, dans tous les domaines diplomatiques et politiques. C'est possible se battre pour que celui-là qui est même de préparer, de préserver leurs intérêts, soit à un poste en Afrique. C'est les bonnes guerres, c'est leur droit, c'est leur choix, c'est leur façon de faire. À partir de ce moment-là, nous sommes d'accord que je ne peux pas m'asseoir ici pour dire pourquoi Sarkozy vient au Cameroun, pourquoi Sarkozy n'était pas là quand il était président de la République, pourquoi Sarkozy n'a pas fait ceci quand il a fait 5 ans, il n'est pas venu au Cameroun, pourquoi. Non. Si tu poses cette question, c'est que tu n'as rien compris. Sarkozy a des dossiers même en justice, condamnés, d'autres en cours. Mais Sarkozy sort toujours, il va en Côte d'Ivoire pour se battre pour ses propres intérêts. Il va en Côte d'Ivoire pour se battre pour l'intérêt de son pays. Il va en Côte d'Ivoire pour se battre pour l'intérêt du peuple français. Tout le monde y connaît. Tout le monde connaît que Sarkozy a des dossiers, a des procès. On sait pourquoi il a été condamné, ou bien pourquoi il a été accusé, innocenté ou pas. Tout le monde connaît le parcours de cet homme politique français de premier plan. C'est un homme très courageux. Mais il y va quand même, avec l'aval, avec le soutien des opérateurs économiques de son pays, avec le soutien du président actuel de son pays. N'est-ce pas? Il y va pour son pays, pour lui, pour le peuple français, pour l'industrie française, pour les hommes d'affaires français, pour les femmes d'affaires françaises, pour la politique française et pour la diplomatie française. Il y va. Oui, monsieur. Il n'est pas le premier. Et il ne sera pas le dernier. Il est dans son rôle. Bien. Quand j'ai dit ça, je dis donc que moi, citoyen camerounais, je dois œuvrer pour mes intérêts. Souvenez-vous, j'avais fait une publication ici, parlant à Ali Bongo. Comme ces gens-là sont souvent des incultes, qui n'apprennent rien et qui ne comprennent rien, vous pouvez aller regarder cette vidéo. J'avais dit à Ali Bongo un jour, tu n'as pas fait une campagne politique pour devenir président. Tu deviens président parce que Sarkozy l'a voulu. Tu deviens président parce que Sarkozy l'a voulu. Et quand tu signes les contrats avec des gens, respecte ces contrats-là, ou alors tu vas le payer très cher. Il ne faut pas jouer dans la duplicité, où tu es d'accord d'agir et de fonctionner avec des gens, vous fonctionnez ensemble. Ils t'accompagnent. Si tu n'es pas d'accord, ne joue pas au petit malin, parce qu'à la fin, ils vont te faire comprendre que c'est eux qui ont le dernier mot, c'est eux qui t'ont fabriqué. Il a voulu jouer au petit malin. Souvenez-vous, il allait inaugurer l'usine qui fabrique l'huile de palme. Et il a sorti une phrase. À partir de cet instant-là, il a dit, nous on va diversifier nos partenariats avec d'autres pays. C'est-à-dire que, je pense que je paraphrase, c'est ce qu'il avait dit. Comme d'ailleurs l'a dit Paul Biya une fois, le Gabon n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Donc, quand tu dis ça, on sait à qui tu t'adresses. Ça n'a pas tardé. Il y a eu un documentaire qui a été fait de journalistes français qui agissaient souvent, comme le disent aussi certains commentateurs, comme étant des éléments des services généraux et du Quai d'Orsay. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont fait un documentaire sur Ali Bongo. Ils ont filmé Ali Bongo était là, ils sont allés manger chez lui, ils ont fait le reportage, Ali Bongo conduisait, il les a amenés à Londres dans
dans ce studio de musique où il avait dépensé 40 000 pour l'enregistrement. Tous ces frais là, on a filmé les voitures, les factures, et ainsi de suite. Tout ça, c'est bien. Mais à la fin du documentaire qui est fini à Paris, qu'est-ce qu'on a marqué à la fin de ce documentaire, qui était un beau documentaire, qui montrait un président proche de son peuple, un président qui conduit, un président qui a des gens en bordure de route, comme ça se fait au Cameroun. Mais à la fin de ce discours et de ce documentaire, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes journalistes sont allés chercher les gens au quartier. Ces gens-là sont venus dire que Ali Bongo était même nul, il a échoué son bac. Et que c'est le président de l'époque que son père a saisi pour qu'il puisse obtenir ce bac et que son nom n'est pas dans la liste, dans le journal même de l'école qui instruit tous les élèves qui ont réussi au bac. Ali Bongo a donc commencé à être découpé comme ça dans la politique française, menacé de bien mal acquis, ainsi de suite et ainsi de suite. Je vous raconte cette petite histoire pour vous faire comprendre que la France, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Maintenant, vous, Camerounais, vous, Africains, vous devez connaître où sont aussi vos intérêts. Où sont vos intérêts? Est-ce que Paul Biya défend vos intérêts? Paul Biya n'est pas là pour défendre vos intérêts. Paul Biya n'est pas là pour défendre vos intérêts. Souvenez-vous, quand le Nord-Ouest commence la guerre, tous ces pays-là sont arrivés, ou presque. L'Amérique, le Commonwealth, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays sont arrivés. Mais avant que ces pays-là n'arrivent, qu'est-ce qui se passait? Dans leurs journaux, magazines, on parlait du Cameroun, de la guerre. Le président qui est là, qui ne veut pas partir, n'avait pas à résoudre la guerre. Il y avait des grands titres. Quand ces gens ont commencé à arriver au Cameroun, dès que celui-là vient ici, ça part, il prend. Il va Kounia, il rentre. Il finit de signer, il prend. Il repart Kounia, il rentre. Refaites le tour de toutes les personnes qui sont venues au Cameroun entre 2016 et 2018. N'est-ce pas? C'était donc pour venir à faire asseoir encore, disait Paul Biya que voilà, si tu ne signes pas nos contrats en cours là, nos projets, ta guerre là, on va te conduire à la Cour pénale internationale avec les crimes qui se font dans le nord-ouest et le sud-ouest. Toutes les personnes là, vous ne les entendez plus. Le nord-ouest et le sud-ouest ne figurent plus nulle part dans les médias internationaux. On parlera de l'Ukraine, une guerre qu'il faut arrêter bien sûr, parce que ce sont les vies qui sont comme ça exterminées. On parlera de la Russie, une guerre qu'il faut arrêter parce qu'il y a des victimes en Russie. On parlera d'Israël, des victimes qui sont là-bas. Il faut arrêter cette guerre. Les Israéliens n'ont pas besoin d'être assassinés. On parlera de la Palestine. Il faut arrêter ces victimes civiles qui sont assassinées. On parlera de toutes les guerres, mais personne à l'international ne parle du Cameroun. Personne ne parle plus du Cameroun. Celui qui parle du Cameroun, c'est moi. C'est Jipo Remingono. C'est Franklin Nyamsi. C'est Nathalie Yam. Personne ne parle pas du Cameroun en termes de terrorisme, en termes de ce qui se passe dans le Nozo. Personne dans la communauté internationale. Alors, l'arrivée de Nicolas Sarkozy, je vais faire ça court pour faire comprendre que n'est pas différente de l'arrivée de Ségolène Royal. Non. Ces gens sont des ambassadeurs de leur pays. Alors, Paul Biya, c'est leur Goliador, qui a dit lui-même: je suis le meilleur élève de la France, de Mitterrand. Et il vous l'exprime. Biya vit en Suisse. Est-ce que vous savez, c'est lui qui chasse Biya de la Suisse quand il y a eu déraillement et il y a eu 1000 morts à Ezeka. C'est lui qui chasse Biya, s'appelle François Hollande. Qui dit: mais va, qui est d'ici, sors d'ici, vas-y, il y a eu 1000 morts chez toi. Ça fait quand même plusieurs jours qu'il y a eu des morts, mais pas. Il est parti en traînant les pieds. Résultat de course, Biya n'a été dans aucune messe. Il n'a été nulle part. Il n'est pas allé là où le drame s'est passé. Rien du tout, ce n'est pas son problème. Donc, je ne peux pas ici condamner Sarkozy, qui est là pour préserver les intérêts de son pays
Et nous sommes dans les réseaux sociaux à raconter nos vies, à s'insulter, à se neutraliser entre nous, à se taper dessus en parlant des choses qui n'apportent rien, à jeter les nôtres en prison et être content quand l'un de nous tombe. Non. Et il y a des Français au Cameroun qui œuvrent pour la France. Les Ketcha Célestine, les Paul Biya, œuvrent pour leur pays. Ils sont en mission, elles sont en mission au Cameroun. Vous le voyez tous les jours. Quand vous regardez la France, qui veut promouvoir la langue française partout à travers la francophonie, et que vous regardez les écoles primaires au Cameroun, et que les ambassadeurs français sont ceux-là qui sont toujours fourrés dans des chefferies, les chefs traditionnels, tous les jours. Vous comprenez que ces gens-là, ils sont là pour le bien du peuple camerounais. Ils ne viennent pas pour votre bien. Ce n'est pas leur problème. Quelle est l'imprimerie qui imprime les manuels scolaires au Cameroun? Dites-moi, quelle est l'imprimerie? Donc aussi longtemps que vous n'allez pas prendre en compte ce que vous valez, ce qui vous reste à faire pour votre pays, pour notre pays, il ne faut pas reprocher aux autres de faire tout, d'être des VRP pour leur pays. Je ne peux pas reprocher Sarkozy pour cela. Jamais. Qu'est-ce qui manque aux Camerounais pour développer le Cameroun? Il vous manque quelqu'un qui a une vision pour le Cameroun. Avec vous, professeur, on parle du 28e anniversaire de la mort d'Amadou Ahidjo. Si vous étiez demandé de dire un mot sur la question du rapatriement de ces restes de Dakar, que diriez-vous? Il faut le faire. Qui doit le faire? On m'avait dit un mot, il faut le faire. Justement, qui doit le faire? Je pense que le président Ahidjo... Qui doit initier cette action? Je pense que... La famille ou l'État du Cameroun? Oui, je pense que c'est le Cameroun. Le Cameroun doit le faire. Il faut parfois... Vous savez, nous sommes dans un contexte de mondialisation. Notre société n'accorde plus la place à ceux qui ne s'inscrivent pas dans une dynamique crédible et de forte mobilisation citoyenne. Le président Ahidjo, c'est le bâtisseur de l'État camerounais moderne. Autant j'ai pour habitude de dire que le président Paul Biya est le bâtisseur de l'État camerounais démocratique. N'oubliez pas que quand vous observez quand même l'œuvre du président Ahidjo, je ne prends que deux exemples. Prenons les grandes écoles, l'IRIC, Samadou Ahidjo, l'ENAM, Samadou Ahidjo, Polytech, Samadou Ahidjo, et l'ESSEC, c'est Amadou Ahidjo, l'école normale supérieure, c'est Amadou Ahidjo. On peut continuer, l'école des travaux, et bien l'école militaire. Je pense que c'est incontestablement le bâtisseur de l'État camerounais moderne. On peut aller plus loin sur le plan économique. Je me suis amusé à l'époque avec mon ami Charles Atebayene à faire un bilan, parce que je soutiens fortement le président Paul Biya, mais vous savez que même dans la Bible, il est écrit que pour le soutien franc est un soutien de vérité. Quand vous soutenez vraiment quelqu'un, il faut l'accompagner avec un regard franc. Et sur le plan économique, je puis vous donner quelques chiffres. Quand je regarde une société comme la SNH, c'est le legs d'Amadou Ahidjo, la Sonara Samadou Ahidjo, Camtel Samadou Ahidjo, il y avait même des sociétés comme Camer, il y avait même sociétés comme Camsico, Fogap, et bien d'autres sociétés comme le Crédit Lyonnais, le Fonader, qui ont disparu. Alors quand vous avez un chef d'État comme celui-là, qui arrive, vous vous rendez compte que toutes les écoles de formation, c'est Amadou Ahidjo pratiquement qui les met en place, et que 35 ans après, nous qui soutenons le président Paul Biya, qui avait une mission démocratique et de renforcement de la consolidation du pouvoir, de renforcement de la concession de l'État camerounais, vous devez quand même dire aux gens qui veulent qu'on accompagne le président Paul Biya que, mais attention, il y aura un bilan. Et dans ce bilan, vous comprenez pourquoi je continue à me battre à côté du président. Il faudrait quand même qu'on se rende, qu'on dise qu'à peine en 35 ans, on a eu 3% de sociétés qui ont été créées. Et je voudrais vous dire sur un autre point, techniquement très important en économie politique. Lorsque vous créez les entreprises, vous créez des richesses. Il est donc important de reconnaître que le président Ahidjo doit être rapatrié, et je crois que ça va se faire. Même si ça ne se fait pas avec nous, qui sommes au RDPC, qui soutenons le président Paul Biya, eh bien, moi, je peux vous dire que, je parie d'ailleurs que sinon l'acteur le plus populaire que celui qui va remplacer le président Paul Biya demain, avec la force de Dieu, c'est Dieu qui décidera. Je sais que le premier acte fort qui fera la popularité et l'assise de celui qui arrivera, ce sera le rapatriement du président.
Mais Paul Biya n'a pas de vision pour le Cameroun. Regardez que même les pauvres passeports, et les Camerounais sont des génies en biométrie, en technologie, en sciences, en tout, même en armement. Mais on prend tout ce que les Camerounais doivent faire. Biya et ces gens, les Mbargangere et toute cette bande de voleurs là, comme le contre-amiral Fouda, dont nous parlons tous les jours, pour aller donner le passeport camerounais aux étrangers. Est-ce que Biya travaille pour vous? Biya ne travaille pas pour vous. Oh, voilà un autre scandale. Voilà un autre scandale financier du Cameroun. Ça, ce sont les bus de la CAN. Voilà, ça, ce sont les bus de la CAN abandonnés à ciel ouvert qui sont en train de pourrir. Les gens font même pipi partout, ici. Regardez, et dans bientôt, ça commence à rouiller dessus pour certains bus. Je vois des taches là-bas. Regardez vous-même. Regardez les millions. Regardez les millions de la CAN. Le bus flambant neuf. On n'a même pas. Regardez, là-bas, il y a même des oiseaux qui font des nids là-dessus. Les oiseaux vont faire des œufs dessus. C'est pas possible au Cameroun. Ça me rappelle encore les tracteurs laissés en brousse. Pardon, vendez ces bus même à Lydie Voyage ou bien quoi Voyage. Que les Camerounais sont en train de mourir sur les routes en route à cause des mauvais bus. Voilà les bus. Vendez ça aux agences de voyage. Ils vont continuer à utiliser. C'est pas possible. Pourquoi on peut faire une perte comme ça? Ça donne quoi à qui? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? On laisse pourrir le bus comme ça pour rien? Ce n'est pas quand même sérieux. C'est pas sérieux. Hein? Je demande pardon, je supplie seulement le gouvernement. Vendez ça aux agences de voyage. Qu'on fasse Douala, Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Gaoundé, n'importe où. Mais que ce soit utilisé pour les Camerounais. C'est pas possible. On ne peut pas laisser les bus pourris comme ça. Ça, c'est pas possible. Un scandale financier de plus. Vraiment de Dieu. Ouais, c'est très triste. C'est très triste. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent dans le camp. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Il ne travaillera jamais pour vous. Donc nous ne pouvons pas nous asseoir ici, commencer à vous faire comprendre que Nicolas Sarkozy va aller au Cameroun. Il n'est pas allé au Cameroun. Quand il était président, c'est d'argent. Non, attention. Les gars, le monde, c'est des chasseurs. Ils vont chercher là où ils peuvent avoir leurs intérêts. Et je suis d'accord avec eux à 4 milliards %. Yes, sir. Si tu n'es pas capable de te protéger, d'organiser ta protection, de sécuriser ta maison, les gens peuvent rentrer dans ta maison et tu leur ouvres la porte, ils viennent te vendre comme des marchands qui ouvrent souvent, ils viennent vous vendre les choses à domicile, ils te vendent des choses parce qu'ils parlent bien, quelque chose que tu peux acheter à $2, tu achètes à $500. Vous avez souvent vu ça, il y a des plaintes en France. Il y a des bandits comme ça, qui entrent par la grande porte, tu les ouvres la porte pour leur intérêt, tu as ouvert la porte. Il y a ceux qui rentrent par la fenêtre, il y a ceux qui rentrent par le toit. Il y a ceux qui creusent le sol et rentrent chez toi. Tu es responsable. Il faut savoir où est ton intérêt. Les Français savent où est leur intérêt. Et ils sont prompts à aller chercher partout. Vous avez des sportifs. Vous ne pouvez pas les encadrer. Le Français vient, il le prend, on l'encadre, on le forme, on lui donne un peu d'argent. Il travaille, il court contre la France. Et nous, on est là. Dans l'équipe de France que vous voyez là, ce sont des Noirs. Fermez-la. Quand ce noir-là était chez vous, qu'avez-vous fait? Quand Francis Ngannou était là-bas, qu'avez-vous fait de lui? Voilà Samuel Eto'o. Avec sa complicité. Nous voilà, j'avais parlé étant ici toujours. Que petit frère, fais attention. Je vous ai dit ça ici. Voilà un gars qui est adulé par dans le monde entier. Pour ce qu'il a su donner. Mais on a su exploiter ce gars-là quand on avait besoin de lui. N'est-ce pas? Maintenant, qu'il lui prête des intentions d'être président ou pas, on décide maintenant de le détruire devant vous. Et en détruisant et tout, on détruit toute une fédération,
Tout un peuple est ridiculisé. Où sont les stades? Qui a prêté le flanc? Lui-même manque de vision, manque d'écoute. Est-ce qu'on n'a pas dit à Ito? On vous a dit. Regardez comment, en France, ces gens ont récupéré Didier Deschamps. Entre Didier Deschamps et Samuel Eto'o, qui a le plus grand palmarès. Mais les Français ont su capitaliser le leur. Le palmarès de leurs enfants. Le nôtre, on l'a réduit à quoi, Eto'o? On réduit Eto'o aujourd'hui à un Belge qui vient lui donner des leçons dans son propre pays. On réduit Eto'o à un ping-pong entre le MINSEP et l'autre. Quand vous avez des comportements comme ça, comment pensez-vous que nous pouvons avoir un esprit patriotique quand nous ne pouvons pas respecter les nôtres? On ne peut pas. Vous avez une femme comme Kalice Beyala. On peut dire tout ce que l'on veut, mais c'est une fille qui, quand elle parle, le monde l'écoute. On l'entend partout. Elle a enseigné aux États-Unis. Elle est venue donner les cours ici. Vous connaissez, elle écrit des livres. Elle est partout, n'est-ce pas? Mais dans son propre pays, le Cameroun, elle est humiliée. On arrache ses terres. On menace de l'assassiner. On menace de la jeter dehors. Dans son propre pays. Mais vous allez accueillir des femmes comme celle qui est venue de, je ne sais pas où, c'est de l'Haïti ou puis de quel pays, pour venir faire le tour du Cameroun, donner des cours et payer à des centaines et des millions alors que des enseignants camerounais ne sont pas payés. Ceux qui font ça, sont-ils des patriotes? Non. François Hollande est français. Emmanuel Macron est français. Nicolas Sarkozy est français. Ils sont des patriotes pour leur pays. Ils sont appelés à aller chercher l'argent partout. Quitte à couler le fer, couler le sang. Pour signer des contrats. Pour faire vivre leur pays et pour rester au top de leur pays. Parmi les grandes puissances, nous faisons quoi? Nous sommes en compétition pour être le pays le plus pauvre et pourtant qui fait vivre d'autres pays. Je reprends. Nous sommes en compétition avec nous-mêmes et contre nous-mêmes pour être le pays le plus pauvre, tout en élevant les autres. Les Chinois sont riches sortant du Cameroun, ils ont des terres au Cameroun, les Libanais pareil, d'autres pays pareil, mais nous qui avons tout, regardez la vie où vit l'ambassadeur du Cameroun, à Yaoundé. Regardez les poubelles. Est-ce que vous croyez qu'on va reprocher ça à M. Biya? Ce n'est pas leur problème. Et ce n'est pas leur mission de venir dire à Biya ce qui est fait chez eux, chez lui ou ce qui n'est pas fait. Ce qui est intéressant pour l'ambassadeur de France et que je salue et que j'apprécie, c'est de venir se battre pour que ce qu'il peut prendre au Cameroun pour ses intérêts de son pays. C'est à moi, Patrice Noma, de me battre aussi pour les intérêts de mon pays, le Cameroun. Et de dire aux Français que comme vous êtes venus, bien entendu, on ne peut pas vivre sans la France. On ne peut pas vivre sans l'Amérique. On ne peut pas vivre sans la Russie, la Chine et les autres. Notre pays est ouvert. Voilà, dans ce contrat que vous voulez là, quelles sont les parts du Cameroun? Voici ce qu'on parle ici. Voici ce que nous vous proposons. Vous nous faites ce qu'on appelle le transfert de toute technologie. Nous signons et on avance. On passe à autre chose. Tout de suite, comme les autres le font. Mais si moi, j'arrive aujourd'hui, je dis non, tout ce qui est à Côte-Co, non, je prends les intérêts qui rentrent dans ma poche parce que ma femme va voyager, acheter des perruques. Je suis les intérêts, je n'ai pas les intérêts du Cameroun. Je m'en vais à Cadex, je prends des intérêts, ce n'est pas pour le peuple, c'est pour ma poche. Je m'en vais à SNH, je prends mes intérêts, je mets dans la poche parce que je suis le secrétaire général. Je m'en vais à la Sonara, je prends mes intérêts, je mets dans ma poche, le Cameroun n'a rien. Mais nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Les autres qui prennent ce carburant-là, ils vont développer chez eux. Ils développent. Producteurs de carburant, nous n'avons rien. Nous n'avons même pas de train, pas d'électricité, pas d'eau, pas de route. Les crimes, je n'en parle même pas. L'insécurité, c'est vous-même qui vivez ça au quotidien. Si vous voyez les routes nous avons tout ça. Et on va se plaindre des personnes qui viennent voir leurs partenaires, leurs associés, leurs fils de la France, qui gèrent le Cameroun. On va dire voilà, il faut renouveler nos accords, parce qu'il paraît que notre compte a baissé ici, il faut revoir ça. Sinon, en 2025, mon frère, si ce n'est pas toi-même, c'est ton fils, auquel cas, on vous met tous les deux dehors et on va choisir n'importe qui. Comme Biya ne veut pas mourir et veut rester au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, oui monsieur, ici, les qui ont tué le Cameroun, allez demander au boulot du Cameroun, où est la société de volailles? C'est où? Où est la société de manioc? Où est la société des tracteurs que Paul Biya était allé prendre? Il s'assoit comme ça, on filme Paul Biya.
Comme il a un beau sourire, un bel homme, il s'assoit au volant là, on filme. Clac, clac, comme vous voyez là. Clac, clac. On avait une compagnie d'aviation, Cameroun Airlines, à Paris. Opéra, c'était l'un des belles immeubles, un bel immeuble à l'Opéra. Avenue des Capucines. J'y étais là-bas, j'allais là-bas. Le directeur de Camer à l'époque, qui était là-bas de cette agence-là, me connaissait très bien. Paul Biya est venu, ils ont vendu la compagnie. Pour son intérêt personnel, égoïste et égocentrique, sa fille loue l'avion, il se promène, l'avion les attend. Son père loue l'avion, il se promène, l'avion les attend. Mais les Camerounais sont dans d'autres compagnies aériennes. Qui je vais convaincre aujourd'hui de ce que mon président a décidé de la guerre aux Nozo pour des questions qui pouvaient se régler politiquement et diplomatiquement? Ça dure depuis 7 ans. Et il n'a pas pensé d'abord aux industries qui étaient là-bas. CDC, Sonara, qui donnait du travail, et puis ce grenier qu'est l'Ouest, compris à Bamenda, qui nous envoyait à manger. Il a pensé à nous quand il met la guerre là-bas. Le Camerounais doit fabriquer les habits qu'il porte. Mes enfants ne vont pas porter les habits que quelqu'un d'autre a porté là-bas, jeter dans la poubelle, on va ramasser. Le sens de la dignité, elle est où pour nous? Cameroun Airlines, on avait des avions, compagnie nationale pour nous transporter tous. Vous voyez les avions qui amènent le président quand il voyage? Lui seul. Et nous tous là, tu as du mal. Tu ne peux plus aller où tu veux. Tu ne peux plus aller dans les pays voisins avec l'avion du Cameroun. On n'avait pas ça avant. Est-ce qu'on est sa préoccupation? Ça aussi, c'est la guerre en Ukraine. Le mot démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. La démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est laisser les populations choisir leur mandataire pour gérer leur pays et leurs biens. L'ayant compris, les dictateurs africains ils verrouillent au niveau de l'élection pour que l'expression populaire, l'expression du peuple soit vissée complètement au départ, et pour que les élections n'aient qu'un seul logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la lie, parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs et qui gère le législatif, l'économique, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière, il les met dans l'opulence, pour qu'ils puissent dire, bah oui, moi, les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là où, à partir de là, vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Et on va dire vive la démocratie. Non, ça suffit. On ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Si je ne fais que le dire, sans travailler dans ce sens, pour que les élections soient comme on fait ici, on informatise tout, et à 18h, on a le résultat. Au Cameroun, non. Il faut que le sous-préfet vienne récupérer, ou alors un organisme qu'on a mis en place, qui s'appelle ELECAM, où tout le monde est un transfuge du parti au pouvoir, et nommé par le président de la République. Excusez-moi. Pour passer un examen et tous les arbitres c'est vous qui les nommez. Vous croyez que ça peut durer? C'est pas possible. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être dans une autre compagnie aérienne? Ça veut dire que si nous avons notre propre compagnie, ça fait la concurrence des prix. C'est-à-dire, Air France ou Ethiopian Airlines ne vont plus nous taxer les prix qu'ils font là aujourd'hui parce qu'il y aura concurrence. Pour aller au Cameroun, $2000, 2000 €, 1500 €, 1800 €. Mais la même distance du Cameroun et ici, les États-Unis, New York, est pareil, 350, $500, 700 $. L'Amérique a une flotte d'avions pas possible. Est-ce que c'est le problème des billets? Non. Ce n'est pas le problème des billets. Le problème des billets, c'est son intérêt personnel. Et toutes celles de ceux qui sont autour de lui ont compris ça. C'est pour ça qu'ils sont des bandits. Et Nicolas Sarkozy a compris. Ils ont attendu, ils disent que voilà, les élections c'est l'année prochaine. S'ils ne signent pas, vous allez voir les procès qui vont commencer à sortir. Le Nozo va reprendre.
Vous savez que l'une des forces de la France, c'est d'avoir cette force médiatique. On va commencer à doser les choses. Voilà, le nozo, les gens sont morts, on va aller filmer les gens qui vivent dans les rues. Il y aura des témoignages partout. Voilà, il y a un truc au Conseil constitutionnel, il y a à la Cour constitutionnelle, au Conseil de sécurité aux Nations Unies, à la haie. Oui, les Européens, la communauté internationale a dit qu'il va se retrouver noyé. Alors pour cela, ils leur donnent ce qu'ils veulent. Alors si vous restez au quartier, racontez vos vies, être distrait comme ça se fait à la FECAFOOT, mais vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je parle depuis 30 ans. Et la France, que vous voyez là, je suis allé moi-même. C'est pour ça que ces gens-là, la France à la fin finira comme Hubert Védrine avait dit que pour le moment la France est une puissance moyenne. À la fin, la France ne sera même plus dans la liste des puissances. Elle ne sera plus sur la liste des puissances. Je suis parti, quand je quitte l'armée, je m'avais voir les Français, je vois le général Mignot qui m'avait formé. Et j'ai écrit à Alliot Marais, ministre de la Défense de l'époque. Je lui dis que madame, moi qui suis africain et militaire, j'ai cette bénédiction de voir ce qui se passe dans mon continent, en Afrique. Si vous ne changez pas de politique, ça ne va pas être comme ça. Je lui ai écrit une demande d'audience. Elle ne me reçoit pas, mais elle me fait recevoir par son particulier un certain colonel Bonne-Maison. On a fait 2 heures d'échange. Je lui ai dit, regardez, allez calculer. À l'époque, quand Alliot Marais était ministre de la Défense, et aujourd'hui, je parlais déjà comme je vous parle là. Le colonel Bonne-Maison et moi, nous avons parlé. À la fin, qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Il me dit, mais vous êtes encore très jeune, mais qu'est-ce qui inspire votre vision? Je dis, mon colonel, vous savez que Napoléon n'avait pas 50 ans, mais il était déjà bien avancé parce qu'il pensait la France. Moi, je pense votre vie ensemble. Le Cameroun, l'Afrique, la France, avec nous ensemble, parce qu'on ne peut plus vivre séparés. Les Africains ont tellement fait d'enfants dans ce pays. Il y a tellement de mixages. On a épousé les Françaises. Les Françaises nous ont épousés. Donc, on ne peut plus entrer, on ne peut pas entrer en guerre. La preuve est que nous sommes venus verser beaucoup de sang ici pour vous libérer. Et il sera très important pour nous de se mettre ensemble pour repenser cette politique. Regardez un peu cette période-là, jusqu'aujourd'hui. Il m'a écouté, il m'a dit, vraiment, votre discours m'intéresse. Nous allons en reparler. Il m'a accompagné, je suis parti. J'ai rencontré le général Mignot, lui qui m'avait formé à l'école Saint-Médecin. Nous avons eu réunion à l'hôtel Triomphe, là à Paris. On a parlé. J'ai écrit au président français pour expliquer la situation. Que si vous ne faites rien en ce moment, la démographie, vous ne pouvez pas vous mettre ici. Le président Sarkozy venait parler de démographie tout récemment, dans une émission que je vous ai montrée. Monsieur le Président, bonjour. Vous abordez longuement dans votre livre le problème de surpopulation, en expliquant qu'au moment de votre naissance, nous étions 2,5 milliards et que nous devrions finir le siècle à quasi 11 milliards. Vous pointez d'ailleurs du doigt l'absence de débat public sur ce sujet. Quel est, selon vous, l'ordre de priorité face à ce défi gigantesque? Écoutez, je suis né en 1955. J'ai 64 ans. Quand je suis né, c'était pas si longtemps quand même. Il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale était multipliée par 3. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. C'est-à-dire, quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu, qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs
la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos, parce que ma voisine dit ça aidera, certainement. Mais je voudrais vous dire une chose, 22 millions de gens qui consomment bien, ça fait plus de dégâts qu'1 million qui consomment mal. J'ajoute que, on me dit l'avenir était la voiture électrique. Alors tout le monde, la voiture électrique, formidable. Formidable, formidable. Puis d'abord, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, puisqu'on ne peut plus rien dire. Donc, mais je pose quand même une question. La voiture électrique, elle consomme de l'électricité? Non. Bon. L'électricité, il faut la produire. Et donc on a l'Allemagne qui a fait rouvrir toutes ses mines de charbon pour produire de l'électricité. Il y avait un ministre d'écologie, là, dont j'ai oublié le nom, qui dans la même journée a dit, avec l'autorité, dans 10 ans, il n'y aura que des voitures électriques. Parfait, très bien. Et tout le monde d'applaudir. Et dans 10 ans, on aura fermé la moitié des centrales nucléaires. Parce que naturellement que les voitures électriques n'ont pas besoin d'électricité, c'est bien connu. Bon. Alors, le sujet démographique est un sujet, mais monumental, tectonique. Et savez-vous qu'il n'y a pas un organisme international qui suit l'évolution de la population mondiale? Il y a en matière d'agriculture une dizaine d'organisations internationales. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il conviendrait de toute urgence de poser les bases d'une organisation mondiale qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale? Alors, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut un contrôle des naissances, mais au moins, il faut prendre conscience du problème et essayer de le traiter. Déjà qu'on ait des éléments statistiques, bien, les Chinois, et on ne peut pas leur donner tort, ils n'ont plus les moyens de payer leur retraite, viennent de décider qu'on ne mettrait plus en place la politique du un enfant. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? C'est un sujet, j'entends bien les difficultés, le désir d'avoir des enfants, ce que ça peut représenter. Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources? Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas? Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la discussion sur le climat et la gêne quand on discute de l'évolution de la démographie mondiale. Alors je vois là, cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante, est tellement originale dans sa pensée. Mais la question de cet organisme qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale, de la réflexion que nous, les Occidentaux, on doit avoir avant les autres, parce que l'écart entre nous et l'Asie, non seulement ne s'arrête pas, mais ça croît encore. Puisque c'est 4 milliards 800 millions, mais demain, ça sera bien plus. Et dans la foulée, je pense que l'Europe doit de toute urgence se réunir avec l'Afrique pour décider d'un plan d'infrastructure monumental en Afrique
pour essayer d'augmenter le niveau de vie de l'Afrique, parce qu'il semble, je dis il semble, qu'il y ait une corrélation entre le niveau de développement et l'explosion de la démographie. Il semble, enfin en tout cas, c'est ce qu'un certain nombre de gens disent. Et c'est vraiment les sujets passionnants de demain et extrêmement difficiles. Je n'ai pas les solutions, naturellement. Mais ces sujets-là, ils sont tectoniques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tous les présidents combattent les conséquences de l'immigration dans leur pays, ici aux États-Unis. Mais à l'époque, je disais ça au colonel Bonne-Maison, ici en France, vous combattez les conséquences de l'immigration ici. Il faut trouver l'emploi à ceux qui arrivent, il faut les trouver les logements, il faut les trouver l'intégration. Vous combattez par tous les moyens les conséquences de l'immigration. En Angleterre, en Allemagne, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. La France paye même, via l'Union européenne, beaucoup d'argent dans des pays comme la Turquie, la Libye, pour empêcher les Africains de traverser. Parce qu'ils combattent les conséquences de l'immigration dans leur pays. Mais la même France, je le disais déjà au colonel Bonne-Maison, entretient minutieusement les causes de cette immigration en Afrique, en maintenant sur place les présidents éternels qui sont là. Les Paul Biya, les Sassou Nguesso, les Idriss Déby, à l'époque, les Obiangema, les Ali Bongo, tout ce monde-là. Ce sont les Français qui les retenaient là. Mais c'était pour quel intérêt? Parce que ces gens-là font cette politique dont on va réduire en parlant de l'immigration. Depuis que nous parlons de cette immigration-là, il a fallu un jour que CNN parle de la vente des esclaves en Libye. Ça faisait depuis combien de temps que nous parlions de ça ici? Donc, je peux vous en parler à ne pas en finir. Vous comprenez? Le véritable problème est là où, je l'avais dit au colonel Bonne-Maison, la démographie est en faveur des peuples africains. La France fait, un malin avec les présidents africains qui sont une minorité. Quand les peuples se lèvent, ça donne ce que ça a donné au Mali. Ça donne ce que ça a donné au Burkina. Ça donne ce que ça a donné au Niger. Et ça donnera la même chose dans d'autres pays. Aussi longtemps qu'ils ne changeront pas de politique. À dire à leurs amis, écoutez, on veut bien, mais à un certain moment, il faut bien que ça change. Nicolas Sarkozy est devenu président, pourquoi? Parce qu'il a respecté la Constitution. Hollande, même chose. S'il n'avait pas respecté la Constitution, Emmanuel Macron n'aurait jamais été président. Mais dans ces pays-là, ces gens vont vous parler de coups d'État militaires, mais alors que, quelque part, ils sont responsables des coups d'État constitutionnels, comme le dénonçait déjà à l'époque le président Idriss Déby. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que s'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... mais Macron sera plus au pouvoir dans 20 ans. Attendez, c'est peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, je pense que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non. Pourquoi? Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine,
la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et là, aujourd'hui, combien de temps encore? Pour autant, je pense que... Bien. Alors, quand vous écoutez ça, vous vous rendez donc compte que la situation est très grave. Ils sont là, dans la même... ils utilisent les mêmes mécanismes pour faire les mêmes choses et produisent les mêmes effets. Mais la différence, c'est que les peuples prennent de plus en plus conscience. Je me rappelle un jour où l'ambassadrice de France au Cameroun, je ne sais plus comment on appelait cette dame-là, qui avait été humiliée, elle a pleuré en public au Cameroun par Alain Bengoran. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le problème de la France? On peut humilier certaines personnalités à partir des moments où les intérêts de certains hommes politiques français sont préservés. Ça, ce n'est pas leur problème. Le plus important, c'est de prendre au maximum. Malheureusement pour eux, le temps passe, les peuples se radicalisent, les peuples prennent conscience que cette politique-ci ne nous arrange pas. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscientes que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts.
à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un conquérant pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. 60 ans plus tard, 60 ans plus tard, 60 ans plus tard, on n'arrive pas à sécuriser un pays. 60 ans plus tard, les mêmes peuples n'arrivent pas à avoir l'eau potable. Alors que quand les Français étaient là, à l'époque, et les Allemands, on avait des pompes d'eau partout au Cameroun. On avait des stades, on avait des salles de cinéma, on avait des salles de théâtre pour les jeunes, pour les enfants. Le président Emmanuel Macron a dit une fois, je ne sais pas si c'est... il était dans un pays africain, il disait, non, les sportifs, venez préparer vos compétitions en Europe. Est-ce que c'est gratuit? Je n'en sais tout rien. Venez préparer vos compétitions en France. Oui, monsieur. Il n'y a rien au Cameroun. Il n'y en a pas. Donc, ces gens savent ça. Donc, ce n'est pas Sarkozy. Ce ne sont pas des hommes d'affaires français. Ce ne sont pas des hommes d'affaires américains qui font problème. Ils sont dans leur rôle, dans leur mission. Le problème, c'est nous. Nous devions nous poser la question, avec quel homme politique allons-nous continuer à vivre cette vie au Cameroun? Vous comprenez donc, à partir de cet instant-là, certains ont décidé de rentrer dans la forêt, aller chercher des pompées qui commencent à exploser. Dès qu'on souffle là-dessus comme ça, on claque, ça explose partout, des pompées. Parce qu'ils veulent la liberté. Et on se retrouve avec les gars comme les Bazou, jetés dehors. Les Alpha Condé, jetés dehors. Et les autres aussi. À cause d'un certain nombre de comportements. Le Cameroun a tellement de richesses que si les richesses du Cameroun pouvaient finir, tarir, mais le Cameroun n'existerait plus. Bon, donc on a des richesses pour vivre avec tout le monde entier. Parce que tout le monde entier vit au Cameroun. On peut partager et on doit partager avec les autres. Mais si nous avons des personnes à la tête de l'État qui ne pensent pas au peuple, même si la France mange au Cameroun, prend le pétrole, prend le bois, prend le diamant, prend l'or, et que Biyabi Vonde aurait décidé que je vais, en 40 ans, je vais prendre 5 ans pour faire que les routes. Ne me parlez pas d'eau, d'électricité. 5 ans seulement pour faire les routes. Parce que les routes facilitent le tourisme. Les routes facilitent les échanges, les déplacements. Les routes. 5 ans après, il dit voilà, maintenant je vais me concentrer sur l'eau. 5 ans, ne me parlez pas d'autre chose. Tous les Camerounais doivent avoir l'eau potable. 5 ans, tous les Camerounais doivent avoir l'électricité. Mais ce qu'on vote bien, même quand il est mort, ne meurt pas. Continue. Toutes les sociétés sont fermées. Le nord Cameroun est vide. On va acheter le blé, chercher le blé partout en Ukraine, en Russie, alors qu'il y avait des champs de blé chez nous. La Soca blé existait. Je suis à Wassande, dans la région de l'Adamawa. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? C'est la Sodeblé, la Société de développement du blé au Cameroun. Une société qui est censée non seulement nourrir le Cameroun, mais exporter aussi du blé. De l'autre côté, c'est des champs. Et là, nous avons des champs sur pratiquement 30 km jusqu'à Tello. À l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a un incompétent qui gère ce pays. À l'arrêt, parce qu'il y a un incompétent qui gère ce pays. Nous payons actuellement un sac de farine à plus de 20 000 francs. Alors que nous avons tout ça, capacité de production. Vous savez ce qu'il faut faire. 2025 n'est pas loin. Prenez vos responsabilités. L'heure est grave. Nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. On ne peut pas laisser
autant de potentialités. J'ai dit autant de potentialités, autant de possibilités entre les mains des incompétents. On ne peut pas continuer de subir. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'il y a la famine dans le septentrion. Mes chers compatriotes, trouvez-moi des mots exacts pour qualifier ce régime diabolique. Ce régime d'incompétents. En développant l'assaut de blé et Wassané, c'est pas la Damawa que vous aidez. C'est pas non plus le septentrion que vous aidez, c'est tout le Cameroun, c'est toute la sous-région. Paul Biya détruit tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision. Ce n'est pas à la France de dire à Paul Biya ce que Paul Biya devrait faire. Ce n'est pas à la France. Si aujourd'hui la France récupère un gars comme Samuel Eto'o, qui a aujourd'hui un aura, l'aura de Samuel Eto'o appelle les gens. Le monde, c'est un capital. Regardez ce que ça donne aujourd'hui. Regardez comment le gars est humilié dans son propre pays. Je ne le plains pas, parce que c'est avec son concours lui-même. Je ne le plains pas, parce que c'est lui qui soutient Biya. C'est pour ça que j'essaie d'être objectif avec vous ici. La France est dans son rôle, comme Eto'o est dans son rôle. Mais si tu te rends compte que la France n'épouse pas ce que tu veux, impose à la France ce que tu veux pour ton pays. Et si toi tu te rends compte que Eto'o ne te représente pas dans monter, descendre là, il ne fait pas ta politique, tu ne le suis pas. Alors si ça ne va pas, il faut donc se mobiliser pour chasser Paul Biya, comme je vous l'ai dit. Et je répète ici, l'élection au Cameroun n'est pas une option pour nous, pas pour moi. Au Cameroun, nous avons besoin d'une transition concertée. Je reprends, nous avons besoin au Cameroun d'une transition concertée. C'est-à-dire, on s'assoit, Paul Biya ne veut pas sortir par un coup de pied dans le derrière, par des armes, par des gourdins, par des youyous, par des mobilisations. Ok, très bien. On se retrouve, les Camerounaises et les Camerounais ont choisi les têtes pensantes de la République, ont décidé de concevoir une assemblée constituante, et un conseil exécutif. Ça, nous savons le faire. Le peuple camerounais sait le faire. Et on le fait de façon concertée. Bien. Pour réformer nos institutions, réformer l'État du Cameroun, réformer les institutions du Cameroun, donner une forme au Cameroun. Le Cameroun est-il un pays uni, République unie, un pays fédéral, Cameroun fédéral, République du Cameroun? Qu'est-ce que c'est que le Cameroun aujourd'hui? Parce que notre constitution a été falsifiée. Réformer le code électoral, le code pénal, réformer les institutions. Au lieu d'avoir 400 ministres, on doit les ramener à une quinzaine de ministres. Réduire le coût de vie de l'État et des fonctionnaires de l'État. Réduire au maximum. Détecter et réformer au point de détecter tous ceux qui ont les faux diplômes. Remettre tout ça à plat. Ça va nous prendre 24 ou 36 mois. Pendant ce temps, le pays est fonctionné, géré par un conseil exécutif et une assemblée constituante. Après ça maintenant, quand vous avez donc reconformé tout ça, vous décidez, avec la nouvelle institution qui remplace l'ECAM, d'organiser les élections. Les partis politiques seront libres d'aller élire qui ils veulent pour le Cameroun. Maintenant, si M. Biya ne veut pas ce que j'ai appelé une transition concertée, nous allons lui opposer une transition forcée qui passera par une révolution populaire. Le peuple va se lever et ce peuple sera accompagné par les hommes de sécurité pour pouvoir l'accompagner à prendre son destin en main, parce qu'il y a deux souverains. Le souverain premier qui est Dieu et le peuple souverain qui est le peuple. Et donc nous allons donc prendre le pouvoir en tant que peuple pour réformer, revenir donc à la même chose, réformer l'État, réformer les institutions, le code électoral, le code pénal, donner une forme à l'État, réformer tout ça et confier le peuple, et confier ce pays-là au peuple via la nouvelle structure d'élection qui remplacera l'ECAM pour élire les présidents, pour élire les députés, pour élire les sénateurs, pour élire les gouverneurs ou les maires. Ça dépend de ce que vous aurez mis dans votre constitution et le nombre de mandats qui va avec. Et nous repartons, sans oublier les langues de notre pays qui doivent être rédigées, mentionnées dans la nouvelle constitution. Le français restera donc une langue administrative, comme l'anglais. Dans les bureaux, ce ne sera plus le boulou, le wondo, le ton, ce sera le douala, le fofulde. Donc, vous choisissez comme ça 3 ou 5 langues qui vont faire partie de notre nouvelle constitution. Et nous repartons là pour un Cameroun nouveau, chacun dans son domaine respectif.
tout en respectant nos valeurs. Reformer en s'adaptant à la société, à cette société nouvelle. Reformer en s'adaptant à la société, en s'adaptant aux enfants, en cette nouvelle génération, parce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans les années 50. Il faut s'adapter et reformer tout en préservant nos valeurs culturelles, nos valeurs éducationnelles, nos valeurs traditionnelles. Il est très important que chacun d'entre vous note cela. Alors ce n'est que comme ça que nous pouvons être en mesure de penser le Cameroun et d'espérer un développement de notre pays. Alors si nous ne pouvons pas le faire, on ne va pas se mettre ici à combattre Bolloré, Sarkozy et toutes les autres qui viennent chercher leurs intérêts, parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas un Camerounais qui représente le Cameroun à la tête de l'État. Ce n'est pas vous qui avez maintenu Biya là-bas. Vous avez vu comment l'élection s'est passée. Ce n'est pas vous qui l'avez maintenu. Biya devait être arrêté et emprisonné, exclu totalement de toute élection au Cameroun, pour avoir ramené des faux agents de transparence internationale dans notre pays, pour avoir volé les élections, de bourrer les urnes, disqualifié. Mais ce n'est pas vous. Quand la France envoie un communiqué, Paul Biya gagne les élections, nous saluons l'élection de Paul Biya. Ça sort de partout, ainsi de suite. Et on est reparti pour un tour. Donc ce n'est pas la France qui doit décider à votre place. Si nous voulons travailler avec la France et que nos intérêts soient respectés, il faut donc que nous décidions nous-mêmes dans notre pays de chasser Biya et sa clique. Je m'égosille tous les jours maintenant à vous démontrer comment Biya est entouré par une bande de voyous, y compris celui que nous avons toujours conclu, disant que non, il ne parle pas beaucoup, alors que c'est le plus grand bandit que Paul Biya a eu à ses côtés, le contre-amiral Joseph Fouda, avec tout ce qui se passe. Quand vous écoutez ces voix, ces enregistrements de partout, vous comprenez que Biya s'est entouré d'une association des cancres, des imposteurs. Et demain matin, on va vous faire comprendre que le franc CFA n'est pas bon. Le franc CFA est mauvais. Alors, quand Fouda pille, vole, escroque en franc CFA, là le franc CFA est bon. Ils construisent des fermes, le franc CFA est bon. Ils achètent des voitures, le franc CFA est bon. Ils achètent des immeubles, le franc CFA est bon. Mais quand c'est pour le peuple, là le franc CFA n'est pas bon. On envoie certains tampions sur des plateaux télé à dire il faut chasser le franc CFA. Je dis et je redis ici. Vous me connaissez depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais changé de narratif. Au Cameroun, je ne sais pas pour le Gabon, je ne sais pas pour la Guinée, je ne sais pas pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les autres. Au Cameroun, je dis, le franc CFA n'est pas un problème. Je reprends. Je vais le dire ici, je vais le dire dehors, je vais le dire aux Nations Unies, je vais le dire au ciel, je vais le dire sur la terre, je vais le dire au Cameroun, et je le dirai en France, partout où besoin sera, comme disait Camto, le franc CFA au Cameroun en ce moment, ce n'est pas un problème. Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est la gestion du franc CFA. Let me say it again one more time. Le franc CFA dans mon pays, le Cameroun, n'est pas un problème. C'est la gestion du franc CFA qui est un problème. Parce que toutes les personnes qui gouvernent le Cameroun, avec leurs femmes et leurs enfants, sont milliardaires en franc CFA. En ce moment-là, le franc CFA est bon. Donc le franc CFA n'a pas de problème. Le franc CFA a un problème de gestion du franc CFA. Le partage. Si le partage ne peut pas se faire au mérite, que ce partage-là se fasse équitablement. Mais comme il ne peut pas se faire équitablement, qu'il se fasse au mérite. Parce qu'en France, les chômeurs sont payés. Bien que régulés, les chômeurs sont payés. Les bébés sont payés. La scolarité arrive là, on envoie un petit chèque à chaque parent. C'est la redistribution non équitable des richesses. Ça dépend de là où tu te trouves. Mais chacun reçoit quelque chose du gouvernement français. Nous, on reçoit quoi? Les enseignants ne sont pas payés. Les médecins ne sont pas payés. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. On se facture. On vole même les primes, les pensions des militaires, les pensions de validité. On vole tout. Et on va s'attaquer à la France. Non, monsieur. La France est dans son rôle. C'est à nous de jouer un autre rôle et de défendre nos intérêts. Ça se voit et tout le monde le voit. Emmanuel Nganoudji Messi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets,
pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui. M'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Donc, j'ai voulu rapidement vous entretenir là-dessus, vous faire comprendre que j'ai vu cette vidéo. Je n'ai rien à reprocher à la France sur ce cours. Nous sommes assez matures pour que chacun d'entre nous se pose la question, quelle est sa véritable responsabilité dans cette société? Qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun? Et que faisons-nous pour le Cameroun? Avec qui nous le faisons? Comment nous le faisons? Et quand nous le ferons? Et quand ferons-nous ce que nous voulons faire pour changer le Cameroun? Allons-nous nous éterniser à bavarder dans les médias, les réseaux sociaux? À mon avis, non. Il faut qu'on se batte dedans pour l'intérêt des nôtres. Comme la France se bat pour les intérêts de son peuple. Ne nous contentons pas de dire, voilà le basketteur là, c'est notre basketteur, pour qu'on lui a donné la médaille, mais il joue pour l'Amérique. Eh bien, l'Amérique l'a appelé, l'Amérique lui a donné des moyens de s'entraîner, manger. L'Amérique n'a pas plus de moyens que nous. La France n'a pas plus de moyens que nous. Mais dans notre pays, les Libanais, les Chinois sont mieux lotis que les Camerounais. Les Libanais au Cameroun sont mieux lotis que les Camerounais, alors que chez eux, ils sont chassés, persécutés entre eux-mêmes là-bas, les guerres. Mais au Cameroun, ils sont des rois. Et vous, entre vous, vous êtes en train de vous entretuer et vous allez dire aux Français, non, ne viens pas ici parce que vraiment, Sarkozy, c'est un prisonnier. Sarkozy, non, monsieur. Ils ont compris. Si Sarkozy est prisonnier, pourquoi parlerait-il au nom de la France? Si Sarkozy est prisonnier et repris de justice, pourquoi parlerait-il au nom des opérateurs économiques? Je vais vous montrer une photo. La photo que vous voyez là. Paul Biya est debout. Il n'attend pas un président. La photo que vous voyez là. Paul Biya est debout, il n'attend pas un président. Paul Biya est là, il attend le fils de Laurent Fabius. Le fils de Laurent Fabius, c'est un monsieur qui était poursuivi dans des juridictions pour beaucoup d'irrégularités. Le président de la République du Cameroun, qui ne reçoit pas son premier ministre, que les ministres qui font 5-6 ans, ils ne serrent pas la main de Biya. Il est tenu debout là, pour recevoir qui? Voici la deuxième photo. Recevoir le fils de Laurent Fabius. Pourquoi est-ce que Martin Bellinga Eboutou avait organisé ça? Parce que c'était encore une frappe en milliards, parce qu'à l'époque, Hollande ne voulait pas recevoir Paul Biya. Ou alors il n'avait pas encore le temps, ou il ne voulait pas le recevoir. Mais on a fait croire à Paul Biya que pour qu'il soit reçu par Hollande, il faut passer par des lobbies, il faut passer par des cabinets pour payer beaucoup d'argent. Donc l'un des fils de Laurent Fabius était l'un des ambassadeurs, ou alors l'un des circuits par lequel le président Paul Biya devait rencontrer son homologue français. Et pour cela, il fallait payer. Cette histoire m'a été racontée par Martin Bellinga Eboutou. Nous sommes là aux États-Unis, c'est Martin Bellinga Eboutou qui me raconte cette histoire-là. Nous sommes là un certain mois de septembre aux États-Unis. Après que cela se soit passé en Europe. Puis dit que voilà, comment cela s'était passé. Alors quand vous avez donc des comportements comme ça, où il faut monnayer pour aller voir un président, ces gens-là connaissent ce que valent les relations, ce que valent les entrées. Nous sommes les seuls à ne pas connaître. Combien de Camerounais ont déjà rencontré, ont déjà eu un tête-à-tête avec le président Paul Biya, causé? Combien de journalistes camerounais, vrai, je ne parle pas des journalistes, combien de journalistes camerounais, en 42 ans, ont eu des interviews comme le président Macron les fait tous les jours, y compris même avec des activistes. Macron s'arrête en route. Oh Macron, le président Macron, il s'arrête, il t'écoute, il échange avec toi. Tu le crois, il se fait même parfois tabasser. Mais il s'arrête toujours, il parle avec des gens. Il sait qu'il est le président du peuple français. Et il parle avec tout le monde, y compris les Africains. Il parle avec tout le monde. Hein? Il parle avec tout le monde. Il ne parle pas, il ne s'arrête pas là pour raconter sa vie. Le président français parle donc avec tout le monde parce qu'il est le président français. Combien de Camerounais se sont levés un jour et ont eu un échange avec le président du Cameroun dans une salle de classe à l'université? Combien de médias ont interrogé le président du Cameroun au Cameroun? Combien? Alors, si nous ne pouvons pas défendre nos intérêts, personne ne va les défendre à notre place. Donc, le peuple français, par ses représentants, est libre d'aller n'importe où.
sur cette terre allaient se défendre, allaient se battre pour préserver leurs intérêts. Oui, monsieur. Malheureusement, ce peuple français, je me posais toujours la question, qui considère que quand on n'est pas d'accord avec eux, on est avec les Russes. C'est pour cela qu'ils ont pris notre compatriote Nathalie Yam et Franklin Yamsi. On les a mis dans une liste, une shortlist, blacklist, pour dire que voilà, ce sont des serviteurs de la Russie. Mais il faut aussi se poser la question que, alors, quand vous ne voulez pas que les gens parlent le langage de la Russie, que faites-vous pour ceux qui parlent d'un langage de la révision de nos relations, la France et l'Afrique? Vous ne voulez pas écouter le discours des autres. Vous voulez imposer le vôtre. Malheureusement, on n'est plus à l'heure des impositions. Si vous nous imposez Biya ou son fils, ça finira par la guerre et un jour, la France sera chassée. D'autres se dira que c'est vous qui avez maintenu ces gens-là. Parce que moi, je vous le dis depuis près de 30 ans aujourd'hui. Faisons attention. Vous n'écoutez pas. J'ai rencontré le président Hollande aux Nations Unies. Nous avons eu un tête-à-tête qui a duré pratiquement 3 minutes. Il a été vraiment très ouvert, comme d'ailleurs Emmanuel Macron. Nous nous sommes rencontrés, j'avais tellement envoyé des correspondances, j'avais toujours le retour. Mais ce jour-là, j'ai décidé de chercher le président Hollande qui devait faire son discours aux Nations Unies. Après dans le discours, j'étais dans la salle, je l'ai suivi, j'avais donc ma correspondance dans ma petite mallette, je l'ai suivi avec mon badge, juste à l'entrée de la salle de presse là. Donc comme la sécurité était un peu légère, j'ai abordé monsieur le président. Bonjour et mes félicitations. C'était son premier déplacement aux Nations Unies en tant que président en fonction en France. Il s'est arrêté, il m'a salué, nous sommes parlé, je me suis présenté, je suis parti seulement, je suis citoyen camerounais, citoyen français aussi, de culture française, parce que je parle le français, ça fait une culture, et je parle aussi des langues des Chinois, donc j'ai une culture, alors, une culture française. Alors, je vous interpelle, monsieur le président, parce que au Cameroun, ça ne va pas. Je souhaite avoir un échange avec vous, voir comment est-ce que nous pouvons échanger, voir quelle politique projeter dans les années à venir pour l'intérêt des deux pays et des deux peuples. Il me dit, ça a l'air intéressant. Bon, j'ai dit, monsieur le président, j'ai même prévu, parce que comme j'étais pas sûr de vous rencontrer, pour ne pas vous perdre beaucoup de temps, j'ai prévu une correspondance pour vous. J'ai ouvert le sac, sa sécurité était là, j'ai sorti dans mon sac le document. Il a pris, il a dit, je prends. Voilà le mot qu'il m'a dit, je prends. Il a mis dans la poche. Il n'a pas pris et donné à quelqu'un. Non, il a pris, il a mis dans sa poche. Alors là, ça m'avait fait plaisir. 9 jours après son retour, j'avais un message de retour dans mon sac. C'est une lettre, je l'ai dans mes affaires. Il m'a répondu. Mais malheureusement, le président Hollande n'a pas fait ce qu'il avait dit. Et ce n'était pas la première fois. Souvenez-vous de son discours en Afrique, de ce qu'il disait des jeunes en Afrique. Quand vous regardez, vous écoutez ce que dit le président Emmanuel Macron aujourd'hui, vous regardez ce que disait Sarkozy hier, vous écoutez ce que disait Hollande hier. Nous sommes sur place, n'est-ce pas? Alors, qui parle au nom des enfants qui sont en train d'être tués dans le Nozo? Qui parle au nom de ceux qui veulent la démocratie? Personne, n'est-ce pas? Et pourtant, nous avons toujours les mêmes partenaires, la France, qui se plaint des conséquences de l'immigration, qui se plaint des personnes qui sont au pouvoir depuis des décennies, mais alors que c'est eux-mêmes qui entretiennent cette politique-là. Alors, il y a un peu d'hypocrisie, quelque part, qu'il va falloir revoir. Mais ça ne pèse pas sur les Français. C'est à nous de prendre des bonnes décisions pour le faire. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Nous y travaillons. Et nous y arriverons. Mais je crains que si la France joue ce petit jeu-là, comme Ségolène Royal l'a toujours fait pendant le mandat de Paul Biya, et il recommence encore à le faire, quand ça va péter au Cameroun, les Français vont être chassés. Oui, le peuple français va dire, le peuple camerounais dira, vraiment, non, la France, on a vu votre jeu, vraiment, allez fabriquer d'autres présidents là-bas. Partez, bon, cette fois-ci, c'est bon. Oui. Nous avons vu ce qui se passe aujourd'hui. L'armée française est devenue comme une armée sans domicile, sans abri. Il ne faut pas donc que la France soit souillée comme ça. Il faut entretenir des relations d'État à État avec d'autres pays, des bons rapports, rapports de coopération, rapports de partenariat, pas rapport d'humiliation et d'imposition d'une certaine politique. Donc, ce message s'adresse à nous tous. Il va falloir revoir notre copie. Je vais d'ailleurs à l'occasion de
de cette publication, renvoyer encore des correspondances à toutes ces personnes-là qui seront d'ailleurs mes dernières correspondances. J'en ai envoyé tellement à tous les présidents français, même au service de renseignement, pour dire faites attention. Alors, comme Dieu est Dieu et Dieu vit dans le temps, il m'a permis normalement de voir ce qui se passe et ce que je disais depuis 30 ans à partir de mes compatriotes du Mali, de mes compatriotes du Burkina, de mes compatriotes du Niger et même du Sénégal, du peuple sénégalais qui commence à dire que la France doit partir. Bientôt, ça arrivera au Tchad. Comment peut-on vivre avec une telle animosité, un sentiment aussi anti-français partout comme ça, et faire comme si de rien n'était, et accuser les autres? Non, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que vous voulez des autres, et comment vivre avec les autres? Posez-vous cette question, et que tout ne se règle pas toujours par des armes, j'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce que chaque Camerounais, dans son domaine respectif, redonnera à ce pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons alors du Cameroun la capitale du paradis. Ce qui a été le rêve de nos ancêtres. J'en suis convaincu, vous allez le réaliser. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.